Bonjour à tous. Alors, qui parmi vous a déjà utilisé FrankenPHP? Ok, cool, c'est beaucoup plus que la dernière fois que je suis venu ici parler de ça. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, normalement, vous ne devrez pas être beaucoup à l'avoir déjà utilisé. Enfin, j'espère. Sans quoi, c'est que vous êtes vraiment très très réactif, parce que je viens de l'open sourcer. Je voulais le faire pendant la conf, mais on ne peut pas recopier l'écran, c'est un peu compliqué. Bref. Donc, je m'appelle Kevin Dinglas, je suis développeur PHP, j'ai contribué beaucoup à API Platform et je suis un mainteneur de Symfony. Ça fait pas mal d'années maintenant que je développe beaucoup avec Go aussi. J'ai entre autres créé FrankenPHP, qui est le sujet de ce talk, et un autre outil qui permet de faire du temps réel qui s'appelle Mercure, qui est une alternative moderne à WebSocket. J'ai beaucoup contribué à Kadi, qui est la base de FrankenPHP, et à Go lui-même. J'ai eu l'occasion de faire quelques contributions à la bibliothèque standard du langage. Et puis, le premier langage de programmation à peu près que j'ai appris, c'était C. Et il s'avère que là, j'ai eu l'occasion d'en faire un peu plus grâce à FrankenPHP. Et pour FrankenPHP, j'ai dû travailler beaucoup sur le moteur d'exécution de PHP lui-même. Du coup, Stock va parler d'un petit peu de tous ces langages-là. Ce n'est pas du pur PHP, mais c'est pour faire du PHP. Alors, je suis super content d'être là aujourd'hui. C'est la 10e fois d'affilée que je parle au forum PHP. C'est l'édition des anniversaires, donc c'est super cool. J'en profite pour dire un grand merci à l'ASSO, à la FUP et à tous les gens qui s'y investissent et qui permettent à ces événements, le forum PHP, les PHP Day, etc., de se tenir et qui font vivre la communauté, qui permettent aussi au langage d'être aussi dynamique. Je bosse chez Letilleul.coop. C'est une société coopérative, c'est-à-dire qu'elle appartient entièrement à ses 70 salariés et que toutes les décisions y sont prises de manière démocratique. On fait principalement du développement web, avec PHP évidemment, Symfony, Laravel, on fait même du WordPress, mais aussi d'autres langages. On fait de plus en plus de Go, on fait aussi beaucoup de JavaScript, on fait de l'hébergement. Voilà. Si vous avez des problématiques complexes ou juste besoin de développeurs qui sont efficaces, on a un stand, n'hésitez pas à passer nous voir. Alors, a priori, il y a beaucoup de gens dans la salle qui savent ce que c'est que FrankenPHP. Du coup, je vais aller assez vite sur les présentations. Je vais quand même faire les rappels pour les gens qui n'auraient pas vu l'introduction de cet outil que j'ai fait lors de l'AFUB Day il y a quelques années à Lille. Alors, première nouvelle, depuis quelques mois, FrankenPHP, c'est un nouveau moteur d'exécution pour PHP qui est sous l'égide de la PHP Foundation. Donc à la base, c'était un side project qu'on a créé au Tilleul. C'est toujours les Tilleuls qui le maintiennent principalement, mais c'est passé dans l'organisation GitHub du projet PHP et, on va dire, le soutien technique, financier et organisationnel est maintenant géré par la Fondation PHP et nous. Ce qui a pu donner un gros coup de boost en termes de visibilité au projet, et aussi ce qui permet une intégration beaucoup plus poussée avec le langage, parce que on va dire que la Fondation PHP emploie la plupart des core contributeurs de PHP qui maintenant travaillent aussi sur FrankenPHP, en particulier quand il y a des petits trucs qui peuvent être améliorés dans l'un ou dans l'autre des projets qui sont très très proches, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que FrankenPHP ? C'est un serveur d'application moderne pour les applications PHP. L'idée générale, c'est que ça va remplacer complètement Nginx plus PHP FPM, ou Apache, ou n'importe quel autre serveur plus PHP FPM, ou Apache plus mode PHP. En fait, c'est basé sur un serveur web de plus en plus populaire qui s'appelle Kadi, qui est sponsorisé et utilisé par pas mal de grosses entreprises, dont Stripe en production, et qui a énormément de fonctionnalités qu'on va voir après, que n'ont pas Apache et mode PHP. Si on veut résumer, c'est un peu comme le mode PHP d'Apache, mais fait pour Kadi. À la base, j'ai surtout travaillé là-dessus avec notre équipe cloud pour permettre de simplifier le déploiement d'applications, d'abord avec Docker, puis en permettant on va le voir un petit peu après, on va dire, packager une application PHP complète dans un binaire statique unique qu'on peut copier sur un serveur et le démarrer sans avoir besoin d'installer ça de manière complexe. PHP et Docker, c'est pas forcément, en tout cas PHP FPM et Docker, c'est pas forcément évident à faire correctement. Dans la plupart des autres écosystèmes et des autres langages, on a juste un service où on lance un conteneur Docker, on le lance et ça marche. L'idée avec FrankenPHP, c'est de pouvoir faire pareil dans l'écosystème de PHP. En travaillant là-dessus,
on s'est rendu compte que le fait que Caddy soit écrit en Go et qu'une grosse partie de FrankenPHP est du coup écrit en Go, ça permettait de faire des choses, c'est aussi ce que je vais vous montrer aujourd'hui, qui n'étaient pas possibles, ou en tout cas très difficiles à faire en C complètement standard, comme on le fait traditionnellement pour le moteur d'exécution de PHP, donc que vous trouvez sur le dépôt GitHub php/php src, ou ses extensions. Et on a créé un mode spécifique de PHP qu'on appelle le mode worker, qui ne marche qu'avec FrankenPHP et qui permet d'améliorer énormément les perfs. On va voir un peu comment ça fonctionne. Ce mode, il faut bien avoir en tête qu'il est totalement optionnel. Par défaut, FrankenPHP est compatible avec 100% des apps PHP existantes. C'est vraiment juste comme le mode PHP pour Apache, sauf que c'est pour Caddy. Et vous avez un mode que vous pouvez activer, qui est le mode worker, qui est celui qui va vous faire gagner énormément en performance, mais qui va demander de petites adaptations à votre application. Alors, par défaut, donc, par rapport aux alternatives, FrankenPHP fournit à peu près tout ce qu'il faut pour déployer de manière sécurisée et moderne une application en prod. Il y a le support de HTTPS automatique. Vous déployez votre serveur en prod, vous donnez juste le nom de domaine, il y a un certificat qui va être créé avec Let's Encrypt ou 0SSL, renouvelé automatiquement. Il y a le support des dernières évolutions en matière de chiffrement et de sécurité. En particulier, il y a le support de ECH depuis cet été à peu près. Il y a le support natif de HTTP3, qui n'est pas natif dans les autres serveurs open source. Il y a la compression très avancée. J'ai fait un talk à la SymfonyCon là-dessus, en particulier avec Z-Standard, qui est supporté par Chrome maintenant depuis 1 an à peu près, et qui donne des bien meilleurs résultats que les formats de compression précédents, surtout quand on a du contenu dynamique, ce qui est le cas avec PHP, et qui est supporté par défaut par FrankenPHP. Il y a la possibilité d'écrire des logs structurés qui vont être faciles à parser avec du ELK, etc. Il y a une intégration native de Prometheus, d'OpenMetrics, d'OpenTelemetry pour tout ce qui est tracing, APM, etc. Et on peut absolument tout piloter via une API à chaud. C'est fait pour être 12 factor. On peut recharger la configuration via l'API, en ligne de commande, sans redémarrer le service. Enfin, il y a tout ce qu'on trouve dans les autres écosystèmes de manière moderne pour l'intégration avec le cloud. Si on résume, du coup, c'est un serveur d'application qui est très très simple à utiliser. Du coup, on peut récupérer un binaire statique qui va contenir un serveur web, plus le moteur d'exécution PHP, plus les extensions qu'on veut, et juste lancer ça. Donc on a un fichier qui contient tout ce qu'il faut pour lancer, sans dépendance autre, notre application PHP. Et on fournit des binaires qui contiennent la plupart des extensions PHP populaires qui ont été, on va dire, il y en avait certaines qui ne marchaient pas forcément bien au début avec FrankenPHP parce qu'il y avait des bugs dedans. Là, à ma connaissance, elles sont toutes 100% compatibles, en tout cas toutes les populaires, avec l'outil. Donc c'est construit, comme je le disais, au-dessus du serveur web Caddy. Donc en fait, quand on télécharge FrankenPHP, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge Caddy, dans lequel il y a le module FrankenPHP qui est préinstallé et le moteur d'exécution PHP, le même que celui qu'on a dans PHP FPM, dans PHP CLI, etc., qui est aussi inclus en fait dans le binaire. Voilà. Et quand le serveur web appelle PHP pour exécuter des scripts, c'est juste un appel de fonction C, finalement, dans le même process. Il n'y a pas d'appel réseau, il n'y a pas de service différent, etc. On utilise PHP, l'interpréteur du langage, comme une bibliothèque système C. C'est comme ça que c'est conçu. Du coup, ça veut aussi dire qu'on peut utiliser toutes les fonctionnalités de Caddy. La plupart de celles que je vous ai montrées avant, en fait, c'est Caddy qui supporte ça nativement. On peut utiliser tous les modules qui sont disponibles pour le serveur web Caddy, et il y en a beaucoup. Il y a par exemple des modules pour faire du OAuth, OpenID Connect, il y a des Web Application Firewall, il y a des mécanismes de cache HTTP, il y a Soin qui est fait par un développeur français d'ailleurs, qui est hyper bien foutu. Enfin, il y a vraiment énormément de modules qui permettent d'ajouter plein de fonctionnalités. On peut très très facilement créer ses propres modules en Go, et ça reste le vrai PHP. Donc toutes les fonctionnalités de l'interpréteur PHP restent 100% supportées. En particulier, la possibilité d'écrire des extensions. Et toutes les extensions PHP écrites généralement en C, on peut aussi les écrire en Rust, vont fonctionner avec FrankenPHP. Le créateur du serveur web Caddy, lui, présente les choses de manière un peu différente. C'est Matthew Holt, c'est un développeur Go qui, pour le coup, ne maîtrise pas PHP spécialement. Il dit que lui, il utilise FrankenPHP non pas comme une manière de faire tourner des applications PHP avec son serveur, mais comme un point d'extension de Caddy lui-même pour pouvoir écrire des petits middleware pour Caddy directement en PHP, ce qui est beaucoup plus facile que de le faire en C ou en Go. Et en fait, techniquement, c'est exactement la même chose. C'est une autre manière de présenter les choses.
C'est fait et c'est désormais très largement utilisé, à la fois en production, dans les chaînes d'intégration continue et sur les environnements de développement. Ce qui peut toujours un peu être fastidieux pour les débutants en particulier d'installer un environnement PHP, mais on va voir qu'avec Franken PHP, c'est hyper simple. Le plus simple, c'est si on a un environnement Docker, et du coup ça marche aussi sous tous les systèmes d'exploitation pareil. On a juste cette commande qu'on retrouve sur le site à lancer. On lance le conteneur officiel, on monte le dossier qui contient nos scripts PHP dans le dossier app du conteneur, et on expose les ports 80 pour le HTTP classique, 443 pour HTTPS en HTTP 1 et 2, et 443 en UDP pour HTTP 3. Et voilà, ça fonctionne. Si on ne veut pas utiliser Docker, on fournit aussi des binaires statiques qui sont installables très facilement via un one-liner. Du coup, on tape cette commande, ça va automatiquement détecter quel est votre OS, quelle est l'architecture de votre processeur, et télécharger une version précompilée de FrankenPHP avec plein d'extensions PHP hyper populaires. Ensuite, on a un binaire qui s'appelle FrankenPHP. On peut le lancer en précisant quel est le dossier qui contient nos scripts PHP, et ça fonctionne. Attention, pour l'instant, on n'a pas encore le support natif de Windows, donc sous Windows, il faut utiliser WSL. Ce qui est de toute façon mieux. Voilà. Il y a aussi des paquets qui ont été contribués par la communauté pour tout un tas de systèmes d'exploitation et de distribution Linux. Donc il y a des paquets Homebrew pour Mac et Linux, il y a des paquets Debian Ubuntu, il y a des paquets Red Hat Fedora, il y a des paquets Nix et NixOS, et il y a des paquets pour Arch Linux. Donc si votre distribution préférée n'est pas dans la liste, n'hésitez pas à contribuer les paquets. Il y a en plus toute l'infrastructure de CI pour les créer et les compiler automatiquement maintenant dans notre CI. Alors, maintenant que les petits rappels sont faits, ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, c'est vous présenter des cas d'usage un peu tordus qui permettent de faire des choses qui sont impossibles de faire avec PHP sans FrankenPHP ou sans FrankenPHP en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autre outil, même Roadrunner et Spool, ça ne va pas fonctionner pour faire ce qu'on va montrer aujourd'hui. Du coup, je vais d'abord vous présenter quelques trucs qui sont supportés nativement. Et ensuite, je vais vous présenter comment faire des dingueries vous-même. Premier sujet, les early hints. Il y a une typo dans mon titre, le R devrait être avant le L. Je corrigerai ça avant de publier. Alors, j'ai donné un talk au forum PHP 2023 sur ce nouveau code de statut HTTP. Grosso modo, l'idée très résumée, c'est que le navigateur va arriver sur votre site web écrit en PHP. Vous allez faire plein de requêtes SQL, plein de calculs hyper lents, et pendant ce temps-là, le navigateur va attendre que le serveur fasse ces calculs-là pour ensuite générer le HTML. C'est un peu dommage, parce que vous, en tant que développeur web, vous savez que le navigateur, pendant ce temps-là, il pourrait télécharger les dizaines d'images de fichiers CSS et JS pour afficher de la pub, dont va avoir besoin le navigateur à la fin. Bon, l'idée des early hints, c'est ça, c'est que immédiatement, avant de lancer les calculs compliqués, le serveur va pouvoir envoyer une requête informative au client en disant « Tu vas avoir besoin de tous ces fichiers-là, télécharge-les pendant que moi, je fais mes calculs qui sont longs. » Le navigateur va télécharger ça en attendant. Et ensuite, quand la requête finale, la réponse finale va être envoyée par le serveur, la réponse 200 par exemple, et du coup le navigateur aura déjà tout ça de pré-téléchargé, ça va diminuer fortement la latence, le temps de chargement des pages. Et ça, c'est supporté par tous les navigateurs web maintenant depuis quelques années, et par à peu près tous les langages de programmation qui permettent de faire du web, à peu près, pas tous, il en manque un gros quand même qui s'appelle PHP. Avec FrankenPHP, de par la manière dont c'est conçu, parce qu'on a accès à la couche HTTP bas niveau, etc., en fait, on a pu implémenter ça. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Il y a une fonction qui ne marche qu'avec FrankenPHP, qui s'appelle header_send, à laquelle on peut rajouter un code de statut. Du coup, on va définir, en fait, pour dire au navigateur ce qu'il doit télécharger, il faut lui envoyer un en-tête link qui contient la liste des assets à pré-télécharger. Du coup, on envoie la liste des assets via ces en-têtes. On appelle la méthode header_send. Il y a une première réponse informative qui va être envoyée au navigateur. Le navigateur va télécharger les trucs. Ensuite, on fait nos calculs qui vont prendre du temps. Finalement, on utilise echo pour envoyer la réponse finale en 200, comme on a toujours fait en PHP. Et voilà, il y a eu 2 réponses qui ont été reçues en réponse à la requête, et on a pu utiliser les early hints. Vous pouvez faire de la détection de features pour
évitez de faire ça si vous êtes avec un moteur d'exécution comme FPM qui ne supporte pas ça et qui ne pourra pas le supporter pour des raisons techniques. Dans le talk que j'ai donné au forum PHP il y a 2 ans, il y a les détails techniques qui sont donnés. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Si vous utilisez Symfony ou Laravel, c'est même encore mieux intégré. Il y a une méthode sendHeaders qu'on peut appeler directement sur l'objet réponse. Et ça va permettre d'envoyer ces réponses informationnelles tout de suite. Bien sûr, il faut FrankenPHP pour que ça marche. Dans les autres cas, ça ne plante pas, mais ça ne fait rien. Il n'y a pas de réponse 103 qui est envoyée. On a aussi l'intégration de Mercure. Alors, pareil, Mercure, j'ai donné pas mal de talks là-dessus que vous retrouverez facilement sur YouTube. Grosso modo, c'est une alternative moderne à WebSockets qui marche très très bien avec PHP, qui est très très facile d'utilisation. Alors en fait, quand vous installez FrankenPHP, vous avez ce qu'on appelle un hub Mercure, un serveur Mercure qui est préinstallé. Ce hub va permettre de gérer un pool de connexion avec tous les clients que vous souhaitez, donc tous les navigateurs web, applications mobiles et autres types de clients que vous pouvez souhaiter. Et depuis FrankenPHP, vous allez pouvoir dire au web de pusher des messages aux clients. Donc c'est un peu comme WebSocket, c'est du temps réel. Au lieu d'être classiquement dans le web, le client qui demande quelque chose au serveur, là c'est le serveur qui pousse des données en temps réel à tous les clients connectés. C'est aussi implémenté en Go, c'est pour ça que ça marche très bien avec FrankenPHP. Ça peut s'utiliser sans FrankenPHP, mais dans ce cas-là, il faut un service séparé. Là, l'intérêt, c'est qu'on a un seul binaire et un seul service pour avoir toutes ces fonctionnalités-là. Comment ça marche? Alors, vous pouvez faire juste une requête HTTP interne sur le hub qui est préinstallé. Ça peut se faire avec file put contents sans problème. Sans quoi, il y a un composant Symfony qui marche avec Symfony et Laravel, qui s'utilise hyper facilement. On a un objet hub, on crée une update. On appelle la méthode publish, et automatiquement, tous les clients qui sont connectés reçoivent la notification en JavaScript. Côté JS, pour s'abonner, c'est hyper facile. Le protocole est supporté nativement, le protocole Event Source, qui est la base de Mercure, par tous les navigateurs du marché. Et donc, on a une classe qui s'appelle Event Source, qui n'a pas besoin de charger de bibliothèque JS ou autre, c'est natif dans les navigateurs. On lui donne l'URL du serveur Mercure et les topics auxquels on veut s'abonner. Et automatiquement, à chaque fois qu'on va faire un publish depuis le serveur, en fait, il y a un message qui va être envoyé et qui va déclencher un événement JavaScript. Donc avec eventsource.onMessage, on peut enregistrer une fonction JavaScript, une callback, qui va être appelée à chaque fois qu'un message est reçu. Et là, du coup, on peut changer notre HTML, grosso modo. Si vous utilisez Symfony, Symfony UX, intègre Mercure et permet, avec Symfony UX Turbo en particulier, de faire des fonctionnalités temps réel qui hyper simplement, sans avoir à écrire du tout de JavaScript. Et ça, du coup, ça marche nativement si vous avez FrankenPHP. Si vous n'avez pas FrankenPHP, il faut installer un serveur Mercure à côté. Si vous voulez plus de détails sur le protocole, ses avantages par rapport à WebSocket, comment ça marche, etc., ça commence à dater un petit peu. J'avais donné une conf ici même en 2019 qui est dispo sur la chaîne YouTube de la FUP, à laquelle j'espère que vous êtes tous abonnés. Autre fonctionnalité intéressante, même si peut-être plus de niche, la possibilité de distribuer vos apps PHP sous forme de binaire statique. Donc là, l'idée, c'est que vous allez créer un fichier exécutable qui contient un serveur web, en fait ce sera Kadi, le moteur d'exécution PHP lui-même, dans la version exacte, avec les extensions exactes que votre application a besoin, FrankenPHP, le code de votre app PHP, les dépendances de votre app, par exemple Silius, et les assets JavaScript images de votre app. Donc finalement, vous allez avoir un fichier, vous allez pouvoir le copier en SFTP ou en FTP ou peu importe sur un serveur bare metal, avec aucune dépendance dessus, lancer ce binaire, et puis voilà, vous avez une application qui fonctionne. Il faut aussi distribuer à vos clients. Alors attention, dans la version actuelle, le code source de PHP n'est pas chiffré. Quelqu'un qui est un peu malin, qui sait utiliser les outils qui vont bien, va pouvoir retrouver le code source. C'est vraiment une manière de distribuer son app, ce n'est pas une fonctionnalité de sécurité. Comment ça marche? C'est assez bête. On prépare notre application comme si on allait la déployer sur notre serveur, donc en mode prod. Typiquement, on n'installe pas les dépendances de dev avec Composer et on active les optimisations de l'autoloader, ce qui permet d'améliorer pas mal les perfs. On clone le dépôt de FrankenPHP. On utilise le script fourni qui s'appelle build static.
Et puis en fait, le script va automatiquement lire notre fichier composer.json, détecter toutes les extensions dont a besoin notre application, et puis compiler une version de Caddy, de PHP et de FrontendPHP qui correspond exactement à ce dont a besoin mon application. En plus, il va prendre le code source, le dossier courant, en fait, le code source de mon application, il va le mettre dans le binaire. Du coup, on va avoir un fichier qui contient tout ce qu'il faut. Ensuite, une fois qu'on peut copier ce fichier directement sur notre serveur et le lancer, et puis vu que c'est FrontendPHP, ça suffit. Rien qu'avec ça, on va avoir un serveur de qualité production avec un certificat HTTPS, on l'a vu tout à l'heure, qui va être créé automatiquement, avec le support de la compression, Z-standard, etc. Encore mieux, le mode worker. Donc, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit en tout début de la conférence, c'est une fonctionnalité opt-in de FrontendPHP qui permet d'améliorer drastiquement les performances des applications PHP. Attention, c'est vraiment un gros problème pour FrontendPHP, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on est obligé de l'utiliser et que ça ne marche pas avec une application standard. Ce n'est pas le cas. Par exemple, WordPress, de par la manière dont il est conçu, sera probablement jamais compatible avec le mode worker de FrontendPHP, mais WordPress fonctionne très très bien avec FrontendPHP en mode standard. Alors, si vous faites un Hello World avec Symfony ou Laravel et que vous utilisez un profiler, par exemple Blackfire ou Tideways, pour profiler ce Hello World, vous allez voir que, étant donné que c'est un Hello World, ça ne fait pas grand-chose, la plupart du temps qui est pris pour générer la réponse, ça va être l'autoloading de classes, les classes de vos vendors, etc. à charger, la construction de tous les services créés par votre conteneur d'injection de dépendance. Et ça, vous avez vu que Nicolas vous a donné quelques astuces qui sont inutiles avec le mode worker de FrontendPHP pour optimiser ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne voulez pas d'attributs auto-wire bizarres, vous pouvez juste aussi passer sur FrontendPHP. Ça rentrera en mode worker. Et du coup, et le lancement de ce qu'on appelle le kernel, la plupart des frameworks modernes ont en fait une classe qui elle-même a beaucoup de dépendances et va créer, instancier tous les services dont on a besoin pour traiter une requête. PHP, par défaut, du coup, c'est ce que l'on appelle du fire and forget. C'est-à-dire qu'il y a une requête HTTP qui arrive, le serveur web la passe à l'interpréteur PHP. L'interpréteur PHP charge le script PHP, charge tout, si on utilise un framework, initialise toutes les classes qui sont nécessaires pour le framework, traite notre requête, génère une réponse, l'envoie au client et détruit tout. Et à la requête suivante, on recommence. Forcément, on fait beaucoup de travail qui est potentiellement inutile. Charger les classes, créer les services, etc., qu'on fait à chaque requête incessamment. L'idée du mode worker, c'est de pouvoir faire comme on fait dans d'autres langages de programmation, par exemple quand on utilise JavaScript avec Node.js, ou Go, ou Rust, ou C, où on va créer un démon qui va tourner en arrière-plan, qui va pouvoir créer des objets qui vont persister d'une requête à une autre, et traiter les requêtes telles qu'elles arrivent. Et du coup, ne plus avoir ce temps de boot de l'application. Donc là, en fait, avec le mode worker de FrontendPHP, on va pouvoir donner dans la config un script PHP qui va être démarré en même temps que le serveur web. En fait, on va pouvoir en démarrer autant d'instances que l'on souhaite, ça va permettre de faire du parallélisme, et qui va booter notre application. Créer, autoloader les classes, instancier tous les services dont on a besoin pour notre conteneur d'injection de dépendance, créer des variables globales, créer des caches qu'on va persister entre requêtes, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ensuite, dès qu'une requête HTTP va arriver, ce que va faire FrontendPHP, c'est qu'il va utiliser un mécanisme fourni par le langage de programmation Go qu'on appelle les channels et les GoRoutines, et il va réveiller le script worker qui a été mis en pause. Il va mettre à jour le contexte global, les $get, $post, etc. de PHP, les streams, pour que ça corresponde à la requête en cours. Il va laisser le script PHP traiter la requête, générer une réponse, puis il va remettre en pause le script worker. L'intérêt, c'est qu'on garde notre application en mémoire et que l'autoloading de classe, l'initialisation du conteneur d'injection de dépendance, etc., c'est fait une fois par instance de script worker pour traiter autant de requêtes qu'on veut. Et ça permet, on va le voir, de diminuer drastiquement la consommation de ressources et les temps de réponse de nos applications PHP. Ce mode worker, je vais vous montrer comment ça s'utilise à la main. En fait, ça a déjà été intégré nativement par Symfony, Laravel, YFramework. C'est en train d'être fait pour Tempest, le nouveau framework fait par Stitcher de JetBrains. En fait, la plupart des gros frameworks ont le support de ça nativement. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire ce script vous-même.
C'est aussi supporté par la plupart des hébergeurs de l'écosystème, enfin des plateformes as a service, en particulier Upsun, Laravel Cloud et Clever Cloud ont le support natif de FrankenPHP et de ce mode. Du coup, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de faire ce que je vais vous montrer là, si vous utilisez un framework en tout cas. Alors, première étape, dans la config de Caddy FrankenPHP, on va lui dire quel est le script worker qu'on doit charger. Voilà, donc là c'est le nom de mon script. Ensuite, on écrit un script worker. Ceux dans les frameworks et ceux dans la doc sont un peu plus avancés. Ils vont gérer mieux le garbage collector, ils vont permettre de dire on va redémarrer le worker automatiquement après l'autant de requêtes, etc. Mais la version strictement minimaliste, c'est ça. On a une fonction spéciale exposée par FrankenPHP qui s'appelle FrankenPHP Handle Request. Elle prend en paramètre une closure. Et à chaque requête HTTP qui arrive, ma closure va être appelée, et les super globals, $get, post, etc., ainsi que les streams, par exemple PHP input, là où je vais pouvoir faire le echo, etc., sont remis à zéro et vont être ségrégés pour chaque requête. Mais si je crée des variables globales en dehors de ma boucle, bah, j'y ai accès dans toutes les requêtes. Voilà, c'est vraiment l'idée de base. Concrètement, ça donne quoi? Vous avez pu voir les benchmarks d'Antoine tout à l'heure lors de son talk. Ça donne des performances qui sont vraiment bien meilleures, vraiment plusieurs ordres de grandeur meilleures que ce qu'on peut faire avec le mode traditionnel de PHP. Attention par contre, il faut que vos applications n'aient pas de fuite de mémoire pour que ça marche correctement. Il faut que vous ayez bien des services qui soient stateless, et vous pouvez tracer ça assez facilement, il y a des mitigations qui sont possibles, etc. Mais ça demande quand même une petite adaptation des applications pour qu'elles soient propres. Même si vous utilisez FPM, c'est quand même mieux que vos applications soient conçues de cette manière-là. Alors, ça c'est beaucoup plus nouveau, un peu plus avancé. Qui sait programmer en Go? Quand même pas mal de monde. Pour les autres, Go c'est un peu comme les bons jeux vidéo, c'est hyper facile à apprendre, hyper dur à maîtriser. Mais faire des choses simples en Go, c'est l'histoire de quelques jours pour apprendre la syntaxe du langage qui est très très minimaliste. La programmation parallèle, c'est tout de suite un peu plus compliqué, ça peut faire des nœuds au cerveau, mais pour ce que je vais vous montrer là, vous n'en avez pas besoin. Donc c'est plutôt cool. Alors, en PHP, on peut écrire des extensions. Traditionnellement, on les écrit en C ou en C++. Et on peut du coup implémenter des classes ou des fonctions, et en fait plein d'autres trucs, mais généralement c'est des classes ou des fonctions PHP, directement en C, en C++, en Rust. Voilà. Ça permet de faire pas mal de trucs. Par exemple, wrapper des bibliothèques C ou C++ populaires. La plupart des fonctions qui permettent d'accéder à des bases de données dans PHP, en fait, c'est juste ça, c'est des bibliothèques C ou C++ qui ont été exposées à PHP via des extensions PHP. Il y a plein de trucs qui sont faits comme ça. Ça permet d'améliorer la performance des applications, parce que généralement, les langages compilés comme C ou Rust vont aller plus vite que les langages interprétés comme PHP. Mesurez quand même avant, des fois on a des surprises, mais bon, voilà. Ça permet de réduire la consommation de ressources aussi, le temps CPU, la mémoire utilisée, etc. Et ça permet d'utiliser des fonctionnalités qu'ont les ordinateurs modernes qui ne sont pas exposées directement dans les programmes dans les langages de programmation haut niveau, comme faire de la programmation pour GPU avec CUDA, d'utiliser les instructions SIMD des processeurs, d'embarquer de l'assembleur, faire ce genre de trucs. Par exemple, si vous utilisez l'extension JSON ou curl, ce sont des extensions PHP fournies avec PHP, mais écrites en C. Et toutes les fonctions JSON ou curl que vous utilisez, en fait, c'est du code C qui s'exécute. Si vous utilisez les extensions GD, le debugger Xdebug, l'extension Redis, l'extension parallèle, tous ces trucs très populaires, pareil. Et pour écrire vos extensions, ce qui, nous, on sait le faire au TL, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, on en a fait pour pas mal de clients quand même. Déjà, il y a quand même des cas d'usage assez fréquents. Vous avez besoin de connaître déjà C, c'est pas le plus compliqué, mais c'est faut quand même faire attention, on crée vite des grosses failles de sécurité. Si on ne sait pas ce qu'on fait et qu'on n'utilise pas les bons outils d'analyse statique qui vont bien. Et plus complexe, il faut maîtriser le fonctionnement interne du moteur d'exécution de PHP qu'on appelle le Zend Engine et le PHP Engine. Et là, c'est que des macros qui généralement changent. Il y en a 50 qui ont à peu près le même nom, qui changent par un tiret bas, et il y a 0 commentaire pour expliquer ce que ça fait. Et là, ça pique un petit peu plus. En plus, il n'y a pas de doc. Ou alors, généralement, elle date de PHP 3 ou 4 ou 5. Et il y a quand même un livre qui est open source qui s'appelle The PHP Internal Books, qui est pas mal, même si un peu pas à jour. Le code source de PHP, il est assez dur à lire, mais c'est la meilleure référence. Et les LLM font un bon boulot pour expliquer le code, donner les macros à utiliser, etc. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est pas trop mal. Par contre, en Go,
Go, c'est un langage qui est compatible avec C. Ça veut dire que depuis Go, on peut appeler du code C, et depuis C, on peut appeler du code Go. Donc, en théorie, on devrait pouvoir créer des extensions PHP en Go. Là, vous avez un petit bout de code C, de code Go minimaliste, qui appelle du code écrit en C. En fait, FrankenPHP lui-même, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il utilise PHP qui est écrit en C sous la forme d'une bibliothèque C, et il l'appelle depuis Go en utilisant ce petit outil qui s'appelle CGO. Vous voyez, là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une chaîne de caractères au format C, parce que les chaînes de caractères en mémoire, elles n'ont pas la même structure en C qu'en Go. On la passe à une fonction en C qu'on appelle, je le définis juste au-dessus. Et puis ensuite, dès qu'on passe en C, il faut gérer la mémoire manuellement. Ça, c'est pas forcément évident, on fait vite des conneries. Donc, il ne faut pas que j'oublie de libérer la mémoire. Tant que je suis en Go, la mémoire est gérée comme en PHP de manière automatique. Je n'ai pas besoin de m'en soucier moi-même, ce qui est quand même plus facile et plus confortable. Et plus sécurisé. Alors, écrire des extensions PHP en Go, ce serait top parce que ça voudrait dire qu'on pourrait utiliser les Go-routines pour faire du travail en parallèle sur tous les processeurs dont dispose la machine, ce qui est la caractéristique principale du langage Go, de manière très performante. On pourrait réutiliser les centaines de bibliothèques Go qui existent, en particulier dans le monde du DevOps, où c'est vraiment le langage qui est hyper dominant. Et il y a beaucoup de clients pour les bases de données modernes, les systèmes distribués, etc., dont l'implémentation de référence est en Go maintenant. On pourrait partager du code entre les requêtes, faire passer du code d'une requête à une autre, etc. On pourrait écrire du code de manière concurrente, avec vraiment du code qui s'exécute en vrai parallèle, ce que permet de faire Go, ce que ne permet pas facilement, en tout cas, de faire PHP. Grâce à FrankenPHP, c'est possible. On a introduit très récemment, et c'est toujours expérimental pour l'instant, la possibilité d'écrire des extensions PHP, qu'on appelle des extensions FrankenPHP, directement en Go. Donc attention, techniquement, ce sont des extensions PHP. Vous pouvez faire tout ce que vous faites dans les extensions PHP traditionnelles. Par contre, pour fonctionner, elles ont besoin de compatibilité avec le runtime Go, ce qui est un peu compliqué, donc il faut que vous ayez FrankenPHP. Ça ne marchera pas, ces extensions-là, vous ne pouvez pas les installer avec PHP FPM. Il faut forcément que le moteur d'exécution, ce soit FrankenPHP. Ça marche parce qu'on a une version thread safe qui est nécessaire pour faire ça, de PHP avec FrankenPHP, et qu'on est capable de faire de la compilation statique, ce qui est obligatoire pour créer des modules en Go, donc des extensions en Go. C'était les trucs qui bloquaient un petit peu avant. Du coup, on a ajouté dans FrankenPHP des nouveaux outils, ça c'est très très nouveau, qui permettent d'enregistrer des extensions facilement, qui permettent de convertir les types internes, type chaîne de caractères, tableau associatif, etc., de PHP, du moteur d'exécution PHP, dans les types qui correspondent en Go, typiquement pour récupérer un tableau associatif PHP et récupérer un map en Go, sans avoir besoin de gérer ça nous-mêmes, parce que ce n'est pas forcément évident. Les types en mémoire ne sont pas les mêmes, etc., donc on fait les conversions. Pareil pour les strings. La représentation en mémoire des strings PHP, ce n'est pas la même que celle en C et ce n'est pas la même que celle en Go. Donc on en a 3 différentes, il faut faire les conversions. Et on propose un générateur de code. On a toujours besoin d'un tout petit peu de code C pour brancher les extensions PHP sur le moteur d'exécution. Et on a réalisé un outil qui permet de ne pas avoir à générer ce code C à la main, mais qui va le générer pour vous. Et du coup, vous aurez à écrire, pour les cas simples, 0 ligne de C, que du Go. Voilà un exemple de comment ça marche. Là, je crée une fonction en Go, très classique. Je dis qu'elle prend en paramètre un zen string, donc c'est une chaîne de caractères PHP. J'appelle une go-routine, donc là, je lance une tâche asynchrone qui va s'exécuter en parallèle sur un autre processeur et qui ne va pas attendre que ma première fonction finisse. Ça, c'est une des fonctionnalités géniales de Go et qui permet d'avoir des performances incroyables. Je bloque 10 secondes, c'est juste pour se montrer que c'est bien asynchrone. Et puis, j'utilise mon helper GoString qui va me permettre de convertir ma chaîne de caractères PHP en chaîne de caractères Go. Là, je ne fais rien d'autre que loguer sur la sortie standard le truc. Et juste ça, ça suffit à écrire une fonction qui va s'appeler, dont j'ai défini la signature dans ce commentaire spécial là, en Go, qui va être disponible dans mon code PHP. Là, je vais pouvoir appeler ma fonction background_hello. Comment ça marche après? Je dois initialiser un module Go, je dois générer le code C, le boilerplate code, avec la commande extension init fournie par FrankenPHP. Donc il va lire le petit commentaire qui définit la signature de ma fonction PHP et générer le code Go qui va bien. Et puis finalement, je recompile FrankenPHP. Ça, la commande d'en dessous, c'est tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est tout. À partir de là, dans mon code PHP, je peux appeler background_hello qui va déclencher en asynchrone une go-routine qui va être traitée en arrière-plan. C'est Alexandre Daubois qui est présent ici, qui a fait la plupart de ce code du générateur d'extension. Donc vous pouvez le remercier et le suivre sur les réseaux et GitHub. Si vous voulez plus d'infos sur... c'est encore un truc qui évolue beaucoup, donc n'hésitez pas. Hop. Le générateur de code,
Il supporte les fonctions, les classes, les constantes, les conversions entre string, tableau, type mixte. Et bien sûr, ce code, il est généré, mais il est propre. Et vous pouvez le retaper à la main et venir rajouter du code C personnalisé, si vous connaissez C pour optimiser, du code Go complètement custom, du code Rust. Et ça permet de faire des extensions FrontEnd PHP qui sont réutilisables. Exemple, etcd, c'est le système de config clé-valeur, c'est un système de cache en fait clé-valeur qui est utilisé par Kubernetes et qui est très très populaire, qui est de plus en plus populaire en tout cas. C'est un système de clé-valeur distribué. Le client, pour s'y connecter, il est en Go. Donc on est un petit peu embêté. Bon bah là, on a fait une extension FrontEnd PHP qui utilise le client officiel Go, et vous pouvez aller voir le code source, il y a 20 lignes de code source, quoi, qui juste expose une fonction PHP qui wrap la fonction Go fournie par le client officiel et permet d'utiliser etcd avec PHP. Ce qui avant était pas vraiment possible, il y avait des gens qui avaient réimplémenté le protocole à la main, etc., mais les trucs ne sont pas maintenus depuis 5 ans et ça ne marche plus vraiment. Bon bah là maintenant c'est vraiment minimal parce qu'il y a 20 lignes de code, quoi. Toute nouvelle fonctionnalité que j'ai émergée hier, attention, c'est très récent, la possibilité d'écrire des workers, comme on a vu pour les requêtes HTTP, mais pour faire autre chose. C'est-à-dire des tâches qui vont être faites en arrière-plan, écrites complètement en Go. Donc c'est similaire à ce qu'on a vu les workers pour traiter les requêtes HTTP envoyées par le serveur web. Vous avez lancé votre application une fois, la garder en mémoire et processer des messages qui arrivent. Sauf que ça peut traiter n'importe quoi. Ça permet de faire du vrai PHP asynchrone. Ça permet de passer des données depuis Go à un worker qui est écrit en PHP, donc d'écrire une partie de vos applications Go en PHP, de faire l'inverse, d'appeler du code Go depuis votre application PHP, donc là c'est l'inverse, on va écrire une partie de nos applications PHP en Go, ou de faire un mélange de tout ça. Comment ça marche? J'ai une fonction register worker que je dois appeler dans la fonction init Go, elle est appelée automatiquement lorsque le programme démarre. En fait. J'enregistre mon worker, je dis combien je veux de threads pour gérer ça en parallèle, et je dis quel est le nom, on s'en fout, c'est juste pour les metrics et les logs, et je dis quel est le nom du script PHP que je veux lancer en tant que worker. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, j'écris un worker comme tout à l'heure, sauf que lui, vous voyez, en paramètre, il prend mixed $data. Donc là, il ne va plus recevoir des requêtes HTTP avec les super globales, mais la donnée que vous voulez. Vous voyez, voilà. Et là, vous allez pouvoir traiter, exécuter du code en arrière-plan qui va être appelé depuis Go et renvoyer quelque chose. Côté Go, par exemple, là, je fais une fonction qui va me permettre de faire un peu comme Symfony Messenger. Je crée une fonction qui s'appelle queue. Donc ce que je fais, c'est que j'ai une fonction queue en PHP, je lui passe n'importe quoi en paramètres, et en fait, ça va passer par Go, et ça va la traiter en asynchrone dans un script worker en arrière-plan, géré par le même serveur, le même service. Plus besoin de RabbitMQ, plus besoin de beanstalk D, etc. Ça va permettre de faire un mini Symfony Messenger ou un mini Laravel Queues, juste avec ça. Du coup, là, ça n'utilise que les fonctionnalités qui sont fournies par FrontEnd PHP. J'appelle la méthode FrontEnd PHP inject request. Je crée une worker request et je lui passe la valeur. Donc là, en fait, grosso modo, ce que ça fait, c'est juste, j'appelle la méthode queue et je passe la donnée en asynchrone au worker qui attend pour traiter ce message-là. OK? Alors ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des choses comme supporter gRPC en PHP. gRPC, c'est un protocole maison de Google, complètement custom, qui utilise des trucs très très bas niveau d'HTTP2. On ne peut même pas l'exposer directement avec un serveur web. Il faut exposer directement à un protocole TCP maison. J'ai détaillé comment ça fonctionne lors de la keynote d'ouverture de la conférence API Platform, mais grosso modo, c'est un protocole qui est fait pour faire des API temps réel hyper efficaces, en particulier pour l'IoT, qui est de plus en plus populaire. En PHP classique, c'est impossible d'implémenter ça, il n'y a pas de solution. C'est trop bas niveau, c'est trop lié à la couche réseau. Par contre, Google fournit une implémentation de référence du protocole en Go. Voilà, avec cette extension, FrontEnd PHP va démarrer un serveur gRPC qui utilise la bibliothèque officielle de Google. Et quand une requête gRPC arrive, il va passer la requête gRPC, ce n'est pas une requête HTTP, ça n'utilise pas HTTP du tout en fait dans ce cas-là, au worker Go. Et du coup, vous allez pouvoir écrire votre code pour traiter les requêtes gRPC directement en PHP avec votre script worker, ce qui était impossible à faire jusque-là. Il n'y avait pas de solution pour faire du gRPC côté serveur avec PHP avant cette extension. Il faut aller voir le code, il est très simple. Autre exemple, il y a un contributeur qui a sorti très très récemment
le support de WebSocket pour PHP, sous forme d'extension pour FrankenPHP. Pareil, il utilise une bibliothèque populaire en Go, et il permet de gérer complètement un serveur WebSocket très très performant en Go, mais quand un message arrive sur le WebSocket, d'appeler du code PHP qui va via un worker qui tourne en tâche de fond. Voilà, vous pouvez déjà aller voir sur le GitHub de David Nurdin, et c'est dispo, ça fonctionne, et ça fonctionne même très très bien. Ça utilise une fonctionnalité qui est encore expérimentale dans FrankenPHP, mais voilà, ça veut dire pas besoin de bidouille ou de serveur en pur PHP et tout ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui utilise des bibliothèques qui est battle tested. Et dernière chose que je viens d'open sourcer, que vous pouvez trouver depuis le tout début du talk uniquement sur GitHub, la possibilité d'avoir un système léger de gestion des queues et des messages asynchrones, comme ce qu'on fait avec Symfony Messenger et Laravel Queues. Du coup, c'est une autre extension encore pour FrankenPHP qui utilise Go pour gérer une file d'attente de messages et les permettre de les traiter directement en asynchrone. Ça utilise la fonctionnalité que vous avez pu voir, et vous pouvez faire des trucs comme ça vous-même hyper facilement, et au lieu de le traiter en PHP comme moi je l'ai fait là, écrire du code Go qui le traiterait de manière plus rapide. Du coup, c'est une alternative à RabbitMQ ou à Beanstalk, mais où on a juste, même avec notre binaire statique que j'ai présenté tout à l'heure, on déploie notre binaire statique, on a un système de gestion de queue et de file d'attente et d'asynchrone directement dans ce binaire, dans ce process. C'est fait pour fonctionner avec Symfony Messenger et Laravel Queues, et vous pouvez le trouver dès maintenant sur GitHub. C'est encore très expérimental. En plus de ça, on a fait une petite intégration avec Symfony Messenger. Du coup, pour l'instant, il n'y a même pas encore les PR d'ouverture Symfony, mais le code est dispo dans le dépôt GitHub dans l'extension. Ça veut dire que vous utilisez Symfony avec FrankenPHP, vous installez cette extension FrankenPHP en suivant la doc, vous copiez ces fichiers-là dans votre dossier SRC de votre application, et puis vous pouvez avoir de la gestion de file d'attente et du traitement asynchrone de messages 100% compatible avec ce que vous avez déjà dans Symfony Messenger, sans avoir à installer RabbitMQ ou Redis et avoir un serveur qui gère les workers sur une autre machine ou dans un autre process. Là, c'est juste FrankenPHP qui va s'occuper de tout, et vous avez un service, un process, juste une application hyper simple. Donc, pour les cas très avancés ou pour les grosses applications, ce sera toujours mieux d'utiliser quelque chose de dédié comme RabbitMQ ou Redis. Mais pour les petites applications où vous voulez juste avoir un VPS quelque part et une seule instance, ou même plusieurs instances mais qui ne sont pas synchronisées entre elles, ça simplifie énormément l'expérience de développement. Tout ça est dispo sur mon GitHub, github.com/dinglas. Merci à tous. Et si vous avez des questions, on a un stand avec les tilleuls, et du coup, j'y serai, et tous les collègues qui ont parlé, ils seront jusqu'à la fin de la conférence. Merci à tous.